En effet, ce professeur-là a tout lu, absolument tout lu sur la question. Quelle question? La question de l'oralité, mais encore, ça va loin l'oralité. Donc, sur l'oralité, la linguistique, la parole, il a lu tout ce qui existe en anthropologie, en philosophie, en linguistique, en critique littéraire, bien entendu, n'est-ce pas? Il a lu les Grecs et les Latins. Il a lu toute la critique francophone et anglophone, et même germanophone. Il a lu tous les africanistes, bien entendu. Donc nous avons là un champ extrêmement large, n'est-ce pas, où il a mis son intelligence d'intellectuel et où là, il a cherché son bien. Il n'a pas lu que ça, il a écouté, il a interrogé. Et tout ça, il finit par le dire et l'écrire en un style, j'insiste sur le style, en un style clair. Et ça c'est pas fréquent. Hélas, les philosophes, trop souvent, nous fatiguent avec un vocabulaire abscon, très technique, n'est-ce pas, qui le plus souvent obture leur pensée plus qu'elle ne l'explicite. Ici, c'est le contraire. Visiblement, c'est un travail de professeur, un professeur qui veut être compris par ses étudiants et par ses collègues, bien entendu. Et quand il veut être compris, il parle clair, même quand il manipule des concepts compliqués. Si bien que quelqu'un comme moi qui suis nul en philosophie, n'est-ce pas, j'ai pu lire, j'avais peur de cette thèse, mais j'ai pu la lire parce que réellement j'ai pu, je crois, à peu près la comprendre à 80%, n'est-ce pas, parce que précisément lui faisait un effort pour être compris. Et c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas effrayés par la taille du volume, n'est-ce pas? C'est lisible, vous pouvez y aller. Ne lisez pas tout d'un coup, lisez par petits morceaux. Mais je suis sûre que si vous ouvrez, vous lisez 10 pages, vous reprendrez le livre. Vous reprendrez le livre, vous ne le lâcherez pas. Donc, quel est le projet de cet ouvrage monumental? Le projet, c'était pas moins que étudier le fonctionnement de l'oralité. Qu'est-ce qu'on entend par l'oralité? Tout ce qu'on entend par les textes oraux qu'on entend dans une civilisation comme celle du Sénégal, n'est-ce pas? Aussi bien les épopées, les chants, les récits, les dialogues, et même les discussions, les conversations, tout ça c'est l'oralité. À travers cette oralité africaine, étudier son fonctionnement, n'est-ce pas? À travers quoi, très précisément? À travers les textes qui existent. Ceux qui sont déjà transcrits, il y en a, ceux qui sont toujours oraux. Donc, il va, pour ce faire, mettre à jour les procédures spécifiques à chaque genre, parce qu'on a tous les genres dans la littérature orale, n'est-ce pas? Depuis le proverbe, l'énigme, jusqu'au conte, jusqu'à l'épopée, jusqu'à la chronique, jusqu'au mythe, et enfin jusqu'au récit initiatique et au dialogue sapiencieux, comme il dit, au dialogue philosophique. On a tous ces genres-là. Alors, pour chaque genre, il va mettre à jour les procédures spécifiques, n'est-ce pas? Et à différents niveaux. C'est donc une espèce de lecture entrecroisée pour, dans un premier temps, recenser les matériaux de cette oralité. Autrement dit, l'usage des images, les procédés de métaphorisation, le système de symbolisation, les mécanismes de codage et transcodage et décodage, les mécanismes de transmission pour aider la mémoire, pour aider
le mémorable, ce qui doit être retenu. Et pour l'aider à travers les siècles dans une civilisation qui n'a pas d'écriture. Comment fait-on? Comment fait-on? Non seulement pour s'exprimer, pour exprimer la pensée, mais pour la retenir et pour la transmettre. Et tout cela à travers deux phénomènes, enfin deux mécanismes spécifiques dont il parle, la mise en scène d'un côté, la dramatisation de l'autre. Ainsi, il va aboutir à faire un examen systématique de différents niveaux de savoir, de leur structure et de leur articulation. Deuxièmement, il va arriver à dégager une théorie de l'oralité à partir de ces textes. Et la dégageant, il la applique à d'autres textes. Donc, ce travail d'aller-retour pour vérifier sa théorie. Enfin, et ça c'est le principal, il va mettre à jour par ce procédé, tout au long du livre, un ensemble de traits communs à toutes les civilisations négro-africaines. Qu'elles soient Wolof, Peul, Mandingue, Dogon, Fan, Kuba, Akan, n'est-ce pas? Il va prendre ces textes partout. Et il va appliquer son ordinateur d'interprétation, n'est-ce pas, sur chacun de ces textes. Et ainsi, il va arriver, en étudiant, ne fût-ce que le proverbe, n'est-ce pas, et toutes ces fonctions, ces 1000 fonctions, il va arriver à mettre à jour non seulement la façon dont l'homme africain pense, réfléchit et agit en fonction de cela, mais comment il s'ensuit un système de pensée, n'est-ce pas? Un système de pensée. À partir de tout ce réseau d'images, de métaphores, de symboles, à travers lesquels on s'exprime, à travers lesquels on crée, que ce soit le mythe, que ce soit le récit, que ce soit l'épopée, il va mettre à jour un véritable système de pensée, qui n'est autre qu'une philosophie. Comment philosopher en islam vient d'écrire Bachir Diagne, n'est-ce pas? Il vient d'écrire comment philosopher en oralité africaine. C'est la suite. C'est la suite, n'est-ce pas? Exactement comme Cheikh Anta Diop de son côté, n'est-ce pas? En allant chercher les racines de l'histoire ancienne, antique de l'Afrique, n'est-ce pas, a créé un début d'histoire africaine. Ici, n'est-ce pas, il étudie les protocoles communs, les protocoles de ce questionnement. Comment questionner l'histoire africaine? Comment questionner les textes? N'est-ce pas? Comment leur faire dire ce qu'ils savent? C'est là qu'il est fort, Mamouxé. Il est fort parce qu'il est philosophe, n'est-ce pas? Il prend un texte, que ce soit un proverbe, que ce soit un mythe, que ce soit un récit initiatique. Il prend un texte et, bon, nous littéraires, nous avons l'habitude d'analyser les textes et nous disons ça veut dire ça, ça, ça et ça. Bon, analyse classique. Nous savons analyser les textes quand même. Et lui, comme Roland Barthes, il arrive avec ses outils philosophiques et il dit oui, votre texte c'est bien ça, ça veut bien dire ça à un premier niveau, mais il y a les interstices. Qu'est-ce qu'on dit entre les mots? Quelles sont les connotations des mots? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Et il pose des questions philosophiques que nous n'aurions pas posées. Parce qu'on n'a pas l'habitude de lire comme ça. N'est-ce pas? Il fait un peu ce que Derrida, ce que Mamadou Ba a fait avec la méthode de Derrida sur Césaire. Je croyais tout connaître de Césaire.
Et Mamadouba va lire, s'imprégner d'un philosophe qui s'appelle Derrida, pas facile entre nous soit dit, et avec la méthode de Derrida, il est arrivé à écrire quelque chose que je ne savais pas. Il m'a appris des choses sur ces vers. Comme quoi, les philosophes ont des moyens que les littéraires n'ont pas, à moins qu'ils s'approprient les méthodes des philosophes. C'est ça que je veux dire. Ce qui s'est passé avec Mamoussé, son regard sur les textes africains est tellement, comment dirais-je, est tellement approfondi, tellement percutant, tellement perçant, qu'il va beaucoup plus loin. Et qu'il arrive vraiment à dénicher des significations que nous n'aurions pas vues. Alors c'est ça que je suis tellement... J'ai été enthousiaste pour cette thèse, et j'ai tout fait pour qu'on la publie, pour trouver l'argent bêtement qu'on la publie, parce que précisément je crois qu'elle inaugurait véritablement la critique de la raison orale. Elle inaugurait vraiment, je crois, les fondements d'une philosophie africaine. À travers, non pas à travers des idées, non pas à travers la pensée africaine, ce qu'on en parlait, tout ce qu'on en dit, tout ce qu'on en a dit de bon ou de mauvais, n'est-ce pas? Mais à travers les outils même par lesquels cette pensée s'exprime. Exactement, il a fait comme Platon avec Socrate. Il a pris les dialogues, il a pris des textes oraux et il a commencé à réfléchir dessus. Et ça a donné la philosophie platonicienne.